Je voudrais vous dire quelques mots. Je sais que Nicolas Bazir ensuite va vous parler. Et en pensant et en écoutant Balthazar, j'ai pensé à cette nuit. Je ne rêvais pas, je ne dormais pas. Il paraît que ça se voit d'ailleurs. On voulait me faire une retouche, maquillage. Mais j'ai dit non, c'est normal, j'ai pas dormi. Comment voulez-vous que j'ai bonne mine? Mais je reconnais quelques visages qui étaient là au cœur de la nuit. Ils étaient faciles à reconnaître parce que, à dire vrai, nous n'étions pas très nombreux. L'endroit était un peu désert. Pas dangereux, mais un peu désert quand même. Nous avons, je vous dis pourquoi j'ai fait cette relation, parce que nous avons écouté deux très jeunes filles, 15 ans, 16 ans. Et elle nous disait, quand on était, pourquoi avez-vous envie de jouer la comédie, leur demandait-on. Et l'une disait, parce que quand on était petite, on adorait imiter Obama. Alors, dans mon esprit, je me disais, mais comment ça? C'est ce que je vous disais cette nuit. Je me disais, mais non, mais Kennedy, je ne sais pas moi, Carter, allez, je vous en supplie. Non, Obama, élu en 2008 pour la première fois. Et donc, il y a là quelque chose de très puissant. Et très souvent, vous le faites comme moi, j'imagine, quand nous discutons avec ces jeunes gens, 16 ans, 20 ans, bon, ça c'est mon métier, je fréquente beaucoup de jeunes par définition quand on est professeur. Étienne, c'est pareil pour toi, astrophysicien. Quand nous discutons avec eux, je m'aperçois à une multitude de choses à quel point ils sont nés après la naissance de la globalisation. C'est-à-dire qu'au fond, nous avons maintenant affaire, et c'est formidable, nous avons affaire à de plus en plus de jeunes qui sont nés après la chute du mur, après la fin du RSS, après la création de l'OMC, et donc qui n'ont pas du tout l'idée du monde d'avant, que moi j'ai connu, que j'ai appris, voilà, et dont il a fallu que je me sorte pour essayer de comprendre l'autre monde. Et ces nouvelles générations, on a vu à l'instant Balthazar, ces nouvelles générations qui sont celles de la globalisation ne peuvent pas, évidemment, laisser indifférente, ni même en l'état, notre société. Elles sont en train d'émerger, elles portent avec elles les valeurs de la globalisation, et il y aura certainement, c'est-à-dire à coup sûr, par ces générations, une profonde transformation de ce que nous sommes. Je dirais, au fond, que les esprits chagrins, le veuillent ou non, cela se fera, et ça a déjà commencé, c'est en train de se faire, et c'est sans doute très fort. Et j'ajoute à ceci, en termes d'analyse intergénérationnelle, j'ajoute à ceci que, au fond, la globalisation n'a pas commencé. La globalisation, elle aura vraiment commencé quand nous verrons accéder aux responsabilités familiales, politiques, syndicales, sociales, que sais-je, les individus qui n'ont connu que la globalisation. Puisqu'aujourd'hui, le monde est gouverné par des personnes qui ont été formées par l'ancien monde. C'est un effet de génération. Et donc on aura bientôt un vrai basculement, et à ce moment-là, nous allons connaître véritablement la globalisation. Donc je ne crois pas que l'on puisse arrêter le mouvement qui est à l'œuvre. On a écouté tout à l'heure, enfin à l'instant même, Suzanne Bavrez et Jean Seigné. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressante leur présentation, parce qu'on voit bien à l'échelle de quelques siècles à quel point il est impensable de se mettre à l'écart de ce fleuve puissant qu'est le changement, le progrès, ou alors le changement et ce qu'il charrie de progrès, pour essayer de proposer une synthèse. Donc voilà probablement l'un des grands enseignements de cette journée. Ce ne sont pas des choses que l'on découvre, mais enfin elles sont données à voir. Ce que j'ai appris au cours de ces 24 heures, qui bientôt
s'achève, comme en attestent les barres de téléchargement qui ont commencé hier avec l'air de ne jamais pouvoir arriver, mais enfin on y arrive. Eh bien, ce qui était impressionnant aussi, c'est de voir à quel point, outre le fait générationnel, le fait technologique, le fait scientifique, le mouvement de l'humanité, hein, d'où aussi, je vous l'avais dit, c'est 24 heures. 24 heures, c'est une journée dans la vie de l'humanité. Tout ça embarque notre société. On ne peut pas être à l'écart du monde. On ne le souhaite pas, mais de toute façon, ça n'est pas envisageable. Et donc, nous sommes dans une situation d'émergence. J'avais utilisé ce terme hier, je le reprends, je l'assumerai. Nous sommes une société émergente. Ça signifie que dans cette société française, il y a des forces émergentes. Elles vont surgir, elles surgissent déjà, on les devine. Moi, j'ai eu le sentiment de beaucoup les voir au cours de ces 24 heures, de beaucoup les voir. J'ai même eu une espèce de sentiment de passer une journée dans une France qu'on ne visite pas assez, dont on ne parle pas assez, qu'on ne connaît pas assez, mais qui est une France puissante, une société extraordinairement vigoureuse. C'était l'autre idée de ces 24 heures que de réaliser une espèce de performance collective qui nous permettait de signer cette vigueur, cette énergie, cette puissance de notre société. Et ici, je veux remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont voulu s'associer à nous pour ces 24 heures, c'est-à-dire vous. Voilà, on était à tel ou tel moment plus ou moins nombreux, ça c'est tout à fait normal, on ne va pas quand même imaginer autre chose. Proposer 24 heures, c'est proposer que principalement il y ait peu de monde, hein. En tout cas là. Hein. Nous avons été retransmis sur plusieurs sites, je ne vais pas les rappeler. Nous avons produit aujourd'hui plus de 130 vidéos. C'est un contenu d'une très grande richesse. Il est à la disposition de qui veut l'utiliser. Elles sont placées sur YouTube et Dailymotion. Chacun peut s'en servir, les revoir, s'en inspirer, réfléchir. Il va falloir qu'on les indexe, qu'on les tague pour qu'on puisse les utiliser au mieux. Mais enfin, c'est un énorme stock d'inspiration, d'idées, de connaissances, de croisements, etc. Et donc, voilà, nous avons fait tout cela ensemble parce qu'on a pu penser que cette idée avait du sens, qu'elle était significative de quelque chose, qu'elle venait bien au moment où nous nous trouvons, qui est un moment de doute, on le voit bien, d'incertitude, même de peur parfois, ou de fantasme même, voire d'exaspération, et puis aussi peut-être un sentiment du retour d'une forme de brutalité, des idées de confrontation, des craintes de violence qui sont de plus en plus souvent palpables, je veux dire les craintes, et peut-être pour de bonnes raisons. Et donc là, on a vu quelque chose de très différent. Je veux vous dire, vous l'avez vu, hein, pas un intervenant n'a manqué à sa parole d'être là. Pas un n'est arrivé, aucun segment n'a été supprimé, sinon pour des raisons techniques. Un duplex qui ne fonctionnait pas, voilà, ou deux ou trois, je ne sais plus, ça n'a pas très bien marché les duplex. Mais ça, on ne peut pas reprocher à l'intervenant d'avoir une liaison fragile, hein, c'est de la technique. Ils ont tous dit oui, ils sont tous venus à l'heure. On n'a pas eu, ce qui était moi je redoutais ça. Je redoutais l'intervenant qui nous dit « je suis coincé à l'autre bout de Paris, mais c'est pas grave, laissez passer les autres, ensuite je vais me glisser ». On ne pouvait pas changer l'ordre. C'était très compliqué une fois qu'on avait bouclé tout cela. Et donc, il était impossible de réaliser cette petite expérience collective sans la collaboration de tout le monde. Ça, c'est sûr. Hein. Ça ne pouvait pas avoir lieu si nous n'avions pas eu une communauté voilà, en adhésion avec ça, voilà. Y compris dans le comportement le plus simple, consistant à arriver au moment où il a été prévu, etc. Donc c'était
c'était tout à fait impressionnant. Et si je compare toute la difficulté que nous avons eue en peu de temps en réalité, puisque cette idée a été lancée imprudemment d'ailleurs au mois de juin, c'est pas le fait de lancer cette idée au mois de juin qui est imprudente, c'est le fait de situer l'arrivée en novembre. Et donc, bon, on a eu beaucoup de difficultés, bien sûr. L'équipe de la Fondation a énormément travaillé. Ils savent ma reconnaissance, nous en avons parlé, mais je l'exprime ici publiquement. Je suis très reconnaissant à l'équipe de la Fondation pour l'innovation politique, qui a vraiment donné beaucoup de temps, d'énergie, de compétences pour arriver à cela. Mais quand nous avons commencé les 24 heures, tout est devenu beaucoup plus simple, hein, grâce à tous les intervenants qui ont vraiment parfaitement respecté à la lettre leurs engagements. Et ça, c'est quand même quelque chose qui touche d'ailleurs, hein, qui touche, hein, évidemment. Un remerciement tout particulier à ce que j'ai appelé les héros de la nuit, intervenants et publics, hein, puisque voilà, nous avons eu une nuit passionnante et laborieuse. Et puis donc des rencontres, des échanges. Il y a eu cette nuit un échange avec Alexandre Jardin qui était très intéressant, qui était improvisé. L'arrivée d'Alexandre Jardin n'était pas improvisée, mais l'échange avec lui a été improvisé. Et bon, voilà, celles et ceux qui étaient là, je trouvais qu'il y avait quelque chose, quoi, dans cette espèce d'ambiance un peu curieuse au milieu de la nuit. Les vidéos que nous avons réalisées, c'est le contenu. Je vous l'ai dit, on va les livrer. Enfin, c'est déjà en train de se faire, hein. Beaucoup sont déjà sur le net. À qui le veut. Après, il faudra sans doute retravailler. C'est une matière qu'il ne faut pas laisser en l'état. Il faudra y retravailler, y revenir. Vous le ferez peut-être vous-même. Chacun, encore une fois, en fera ce qu'il veut. Nous, on y retournera sans doute pour travailler ce matériau. J'ai eu un sentiment marqué, dont on a un peu parlé cette nuit, ou ce matin, je ne sais plus très bien, dans un échange avec Serge Soudoplatov. J'ai eu le sentiment que la société qui s'exprimait à travers les intervenants que l'on voyait se succéder appelait une autre manière de faire de la politique. Et le sentiment très fort que si celles et ceux qui ont profession, hein, un terme qui est discutable, mais c'est pour aller vite, parce que quand même, il faut bien que je termine ce propos, mais celles et ceux qui font profession de politique, qui s'engagent en politique, ce qui est absolument nécessaire, doivent comprendre ces changements, leur profondeur, et ensuite, de toute façon, je n'ai rien lu. On m'emmène un papier, je n'ai rien lu. Une signature, je ne sais pas. Donc j'ai perdu presque le fil de ma pensée, mais je le retrouve. Oui, le sentiment très fort que si les politiques ne prennent pas la mesure de cette profonde transformation et s'ils ne font pas l'effort de s'y adapter eux-mêmes, d'adapter les organisations, il y aura une espèce de situation invraisemblable, impossible, j'imagine, qui est la dissociation entre la politique et le corps social. Mais s'ils intègrent ces changements, s'ils les comprennent, s'ils en prennent la mesure, alors la politique changera profondément. De toute façon, il y a quelque chose qui ne peut plus rester en l'état, et c'était sans doute, au fond, un peu la promesse, ou l'hypothèse, plutôt que l'hypothèse qui avait été faite au départ, c'était l'hypothèse qui a été faite au départ, que de vérifier la possibilité qu'une profonde transformation sociétale amène la politique à changer également. Voilà, alors, dernier élément que je vais porter à votre connaissance pour ma part, et puis je vais ensuite laisser la parole à Nicolas Bazire, et puis je reprendrai la parole quelques secondes pour arriver au bout. On a fait une petite expérience dont vous jugerez les effets, chacun pour lui-même. Nous sommes allés interroger, j'espère n'en oublier aucun, 5 représentants de familles politiques, 5 politiques. D'ailleurs, ce ne sont que des hommes.
5 chefs d'organisation, de partis, ou significativement référence d'une sensibilité politique. Et nous leur avons demandé, devant une caméra, en 10 minutes, de nous dire ce qu'était pour eux le progrès. On a eu 5 échanges, d'ailleurs très intéressants, avec à chaque fois des choses très différentes. Et ceci, vous le trouverez sur le site de la Fondapol et sur YouTube Dailymotion avec les autres vidéos. Alors nous avons interrogé par ordre alphabétique Claude Barthelone, au titre du PS, qui est le président de l'Assemblée nationale, François Bayrou, Jean-François Copé, François de Rugy, au titre des Europe Écologie Les Verts. Il est chef du groupe parlementaire, et Pierre Laurent pour le Parti communiste français. Hervé Morin, j'ai oublié Hervé Morin, c'est ça, il me semble bien qu'il y en avait 6. Voilà, donc ces politiques-là ont été interrogés par des équipes de la Fondapol, et donc ils ont répondu très, très gentiment pendant 10 minutes, hein, et voilà, on pourra regarder ce qu'aujourd'hui la politique, un politique pense du progrès, et vous mettrez ceci en relation avec ce que la journée a montré à propos de cette transformation qui vient évidemment de la société tout entière, d'où, je vous l'avais dit, ce titre qui n'était pas présomptueux, qui n'était pas exclusif, tout au contraire, qui était une forme de constat simple et tout à fait inclusif, soulignant que le progrès, c'est nous.